Hier soir à Wall Street, on a refait le coup, le grand classique, celui qu'on connaît tous par cœur, celui qu'on récite presque en dormant, qu'on tatouerait presque sur un bras de Jérôme Powell pour ses adieux. Le scénario du Nasdaq qui plonge de 2,3% à 19h, l'inflation qui pète tous les records depuis 3 ans, le pétrole qui flambe au-dessus des $100, le détroit d'Ormuz qui est fermé depuis 10 semaines. Et là, soudainement, comme un seul homme, la cohorte d'algorithmes shootés à la dopamine déboule sur le marché en hurlant « Buy the dip !» Résultat des courses, la séance limite la casse et termine à moins 0,7%. Bienvenue en 2026, où l'inflation est un détail technique, la gravité une opinion politique et le bon sens une option qui est quasiment payante. Aujourd'hui, on va parler de Trump qui prend l'avion pour Pékin sans avoir besoin de Xi, mais qui y va quand même, de Jérôme Powell qui refile la patate chaude à son successeur, d'un pétrole qui ne veut pas redescendre et des semi-conducteurs qui se prennent enfin un coup sur la tronche après avoir pris 258% sur une année. Bienvenue dans ce Morning Bull Live, je suis Thomas Veillet et nous sommes le 13 mai 2026 et je viens de me rendre compte que j'ai la même coupe de cheveux que le taureau qui est là derrière. Cette émission vous est présentée par Swissquote. Alors avant toute chose, ce que vous allez entendre et voir dans cette vidéo n'est pas un conseil financier, c'est mon avis, mon analyse et parfois mon humeur du jour. Par contre, si vous voulez comprendre la bourse, là, vous êtes au bon endroit. Hier, nous étions donc le mardi 12 mai, journée joyeusement consacrée à deux dossiers, l'inflation américaine et le pétrole. Deux dossiers qui ont failli couler les indices. J'ai dit failli. Parce qu'à 19h, le Nasdaq se promenait avec un confortable 2,3% de baisse, et puis, comme par magie, et par magie j'entends comme par algorithme programmé en 2018 par un stagiaire de chez Goldman Sachs qui avait lu un bouquin sur Pavlov, dès qu'un indice perd plus de 2%, des bataillons entiers de machines débarquent sur le marché en bavant et en hurlant « Buy the dip, buy the dip, buy the dip ». Buy the dip, sans jamais se demander pourquoi ça baisse, sans jamais regarder le moindre chiffre, sans jamais réfléchir, même une demi-seconde, à la possibilité que cette fois, peut-être, il y aura un truc à creuser, un truc de plus fondamental. Et résultat, le Nasdaq termine à moins 0,7%, on a sauvé les meubles. Miracle! Sauf que ce miracle, on commence à l'avoir vu 1000 fois. Et le jour où le miracle ne se produira pas, il va falloir des palettes entières d'eau bénite pour absorber le choc. Maintenant, attaquons le clou du spectacle, le CPI d'avril, sorti à 3,8%. Le consensus tablait sur 3,7%, donc en apparence, on est dans les clous. Sauf que le consensus, c'était fait pour qu'on soit rassuré. On nous avait préparé psychologiquement que de toute façon, ça serait la merde. Le mois précédent, on était à 3,3%. En 30 jours, l'inflation américaine vient de prendre un demi-point sur 2 mois. L'accélération atteint 1,5%. Et c'est le plus gros mouvement depuis 2022, et surtout l'un des plus violents depuis le milieu des années 70. Oui, les années 70, vous avez bien entendu l'époque des chocs pétroliers, des pantalons pas de def et des stagflations et des coiffures qui mériteraient à elles seules d'être interdites par la Convention de Genève. Le core CPI, lui, est sorti à 2,8%, plus haut depuis septembre. Bref, en gros, l'inflation a beau être pilotée par le prix du gallon et de tout ce qu'on met dans nos V8 américains, elle commence sérieusement à se répandre dans le reste de l'économie. Lentement, sûrement. Un peu comme un virus qu'on aurait ramené d'un voyage en bateau, et bonne chance pour la faire dégager des médias dans les 48 prochaines heures. Et là où ça commence à piquer vraiment, c'est quand on commence à gratter un petit peu sous la surface, quand on regarde les chiffres détaillés. Là, on se dit que c'était quand même vachement mieux avant. L'essence est en hausse de 28,4%, le kérosène prend 180%, et les billets d'avion 20% pour l'instant, l'électricité plus 6,1%, les fruits et légumes plus 6,1%, les services hospitaliers plus 5,5%, et pour couronner tout, le gallon d'essence est officiellement à 4,5 en moyenne nationale aux États-Unis. Vous savez ce que c'est ce chiffre 4,5 $ le gallon aux États-Unis? Eh bien, c'est le chiffre qui transforme un républicain modéré en démocrate enragé. C'est le chiffre qui décide d'une élection. C'est le chiffre qui fait que Joe American range sa casquette MAGA dans le placard et commence à regarder Kamala Harris d'un œil différent. Conséquence directe, et notez-la bien, les salaires américains progressent à 3,6% en moyenne par année et sont officiellement passés en dessous de l'inflation. C'est peut-être un détail pour vous, mais pour moi, ça veut dire beaucoup. Ça veut dire que vous pouvez bosser comme un dingue toute l'année, faire des heures sup, bûcher comme un forçat. À la fin de l'année, vous aurez gagné moins qu'il y a 12 mois en arrière. À moins, bien sûr, d'avoir acheté du Intel en août dernier et de l'avoir gardé, auquel cas,
félicitations, vous n'en avez rien à foutre de l'inflation parce que vous avez 15 ans d'avance sur elle. Mais bon, c'est quand même la première fois depuis avril 2023 que l'inflation dépasse la croissance des salaires. Donc on peut le prendre comme on veut et jurer sur la tête de Nvidia que tout va bien, ça commence quand même à faire un tout petit peu bobo. Évidemment, c'est encore pire pour les ménages qui gagnent moins de 100 000 $ par année parce que ceux qui touchent au-dessus, eux, ils s'en sortent peinard avec une croissance des salaires à plus 6%. Bienvenue dans la fameuse K-shape economy, la fracture sociale mode bande Bollinger. Aux États-Unis, désormais, il y a deux catégories, ceux qui payent l'addition et ceux qui débarrassent la table. Et ce CPI tout pourri, il arrive pile au moment où Jérôme Powell raccroche les gants vendredi soir et où Kevin Warsh s'apprête à prendre les commandes de la Fed. Warsh, c'est le mec que Trump a choisi pour qu'il baisse les taux. C'était la mission, la feuille de route, le cahier des charges. Sauf que ce premier jour de classe pour Kevin Warsh, il va débarquer avec une inflation à 3,8%, un 10 ans américain à 4,46% et un président de la Fed de Chicago, M. Goolsbee, qui parle ouvertement de surchauffe et de spirale inflationniste. Et le consensus du marché, lui, il est carrément passé de l'autre côté puisqu'il estime maintenant qu'il y a 31% de chances qu'on voie les taux monter d'ici la fin de l'année. Une hausse, pas une baisse. Ça fait 3 ans qu'on nous prend la tête avec la baisse des taux et là on parle de hausse des taux. Bienvenue à la maison, Kevin. La machine à café, c'est au fond du couloir, juste à côté de la sortie de secours. Puisque l'on parle d'inflation, parlons aussi du moteur principal de cette hausse, le baril de pétrole, qui lui refuse obstinément de redescendre tant que Hormuz reste fermé. Et Hormuz, à la louche, ça fait bientôt 2 mois et demi qu'il est fermé. Petit rappel pour ceux qui jouent au poker au fond de la classe, par le détroit d'Hormuz transite environ 1/5 des flux mondiaux de brut. Et ce matin, le WTI cote 101,39 et le Brent passe les 106. Vous savez ce qui est marrant? C'est que plus personne, mais alors absolument plus personne, ne parle de cette bonne vieille théorie qui dit pétrole à 100 $, récession dans le placard. Silence radio, mutisme intégral. Mais bon, j'imagine que c'est parce que cette fois, c'est différent. D'ailleurs, c'est toujours différent, jusqu'à que ce soit exactement pareil que d'habitude. 3e séance consécutive de hausse pour le baril, quand même, on commence presque à s'y habituer, et ça, c'est inquiétant. Parce que s'habituer au pétrole à 100 $, ça veut dire qu'on est en train de se faire endormir. Hier, une grosse boîte de finances new-yorkaise qui ne s'est pas encore fait remplacer par Claude, qui commence par Morgan et qui finit par Stanley, a publié un rapport très probablement écrit par Claude lui-même. Et qu'est-ce qu'on apprend dans ce rapport? Eh bien que le pétrole a moins monté qu'il aurait dû monter si on s'en tient strictement à l'offre qui est en train de disparaître à la vitesse à laquelle disparaît un pangolin en milieu hostile. Et pourquoi ça monte pas autant que prévu? Eh ben parce que... Oui, parce qu'on a tapé dans les stocks comme des dingues. Voilà pourquoi ça monte pas tant que ça, en relatif. L'AIA a coordonné en mars le déstockage de 400 millions de barils de réserves stratégiques. 400 millions. Les stocks asiatiques hors Chine ont chuté de 12% depuis le 28 février et sont au plus bas depuis 10 ans. JP Morgan estime que les stocks des pays développés vont atteindre le stress opérationnel d'ici début juin. Alors, je ne sais pas exactement ce qu'on entend par stress opérationnel, mais disons que j'ai pas spécialement envie de le découvrir juste avant de prendre l'avion pour les vacances d'été. Rappelons quand même que certains experts hurlent depuis une semaine que si Hormuz ne rouvre pas immédiatement, il ne faudra pas venir pleurer pour espérer une normalisation avant 2027. Au mieux! Bref, en français, dans le texte, on est en train de cramer les stocks stratégiques mondiaux à un rythme jamais vu depuis 1973. Et même si Hormuz rouvre demain matin, ce qui est hautement improbable, il faudra encore des semaines et des semaines avant que les flux reprennent normalement et des mois avant que les stocks puissent se remplir. Conclusion, il est totalement utopique d'imaginer voir le baril en dessous des 90 $ avant des mois. Au mieux! Et qui c'est qui va continuer à frapper à la porte des ménages qui ne gagnent pas 800 000 $ par année? Eh oui, c'est Madame l'inflation! Pendant ce temps-là, Trump, lui, il garde le cap. Selon ses derniers posts sur les réseaux sociaux, le cessez-le-feu avec l'Iran est au bord de la mort cérébrale, la contre-proposition iranienne, c'est de la daube, et l'Iran a décidé de ne faire aucune concession. Bah oui, parce que les Iraniens, ils sont en position de force, ils ont qu'à tenir encore comme ça 6 mois, et Trump, il va se retrouver à déposer son CV chez Aramco pour bosser comme consultant. Donc le détroit est toujours bloqué, on parle de reprise des combats, et Trump prend l'avion pour Pékin pour aller manger des rouleaux de printemps au canard inflationniste avec Xi Jinping. J'ai donc la transition toute trouvée pour la suite, Trump et le Lotus bleu, 3 jours en Chine, et la première chose qu'il fait, c'est de prévenir qu'il n'a pas besoin de Xi Jinping pour régler le dossier iranien. C'est très très fin au niveau de la diplomatie. Officiellement, on va parler tarifs, Taïwan et IA. Notez bien que Trump arrive avec un sacré boulot au pied. La Cour suprême a invalidé en février ces tarifs sous section 122. Et les remboursements ont commencé. Au total,
35,46 milliards de dollars qui pourraient être amenés à être remboursés. Le tout sur fond de cours d'appel et de nouveaux tarifs réinventés toutes les 3 semaines, histoire d'étouffer le système et accessoirement les pauvres chroniqueurs boursiers comme moi. C'est ça le véritable art of the deal. Tu encaisses pendant 18 mois et quand on te dit de rendre l'argent, tu fais traîner la procédure d'appel pendant 3 ans supplémentaires. On passe maintenant à la grande claque du jour, celle qui nous rappelle brutalement ce concept oublié, presque retiré du dictionnaire, l'attraction terrestre. Mesdames et messieurs, je vous présente les semi-conducteurs. Le SOX a donc perdu 3% hier. 3%, ça peut paraître énorme, sauf que si on se souvient qu'il a pris 258% depuis le 7 avril 2025, 258%, meilleure performance annuelle depuis juin 2000, on se dit que ça va. Tiens, en fait, juin 2000, il s'est passé quoi déjà en l'an 2000, mis à part le fait que le Nokia 3310 dominait le monde et que Poutine devenait président de la Russie pour 4 ans seulement? Je vous laisse réfléchir. Bref, hier Intel a enfin baissé de près de 7%, une expérience dont, je l'avoue, on avait perdu le souvenir. Mais tout le secteur a pris cher. Qualcomm frisait les -12, bain de sang chez Micron, SanDisk, AMD, STM, et aussi le Kospi qui baissait hier en formant une figure que les chartistes appellent un magnifique bearish key reversal day. Une figure technique qui, en langage clair, signifie « Bonjour, c'est la fin de la récré, vous allez vous asseoir ». Le tout après avoir pris quand même 48,2% depuis le 30 mars. Les puristes appellent ce genre de figure technique un engulfing pattern. Moi j'appelle ça l'attraction terrestre, c'est plus parlant. Et le déclencheur officiel de tout ça, c'est la déclaration d'un conseiller de la présidence sud-coréenne qui a osé suggérer qu'on pourrait peut-être éventuellement envisager de taxer un tout petit peu les super profits de l'IA pour redistribuer ça aux citoyens sous forme de dividendes citoyens. Un seul type de gauche a osé prononcer le mot taxe et tout le secteur s'est mis à couiner. Ça vous donne déjà une idée précise de la fragilité émotionnelle de la chose et de la solidité des thèses haussières. Le vrai déclencheur, évidemment, ce sont 6 semaines de hausse parabolique qui cherchaient n'importe quel prétexte pour souffler un peu. Comme l'a dit Jeff de Graaf, un des papes de l'analyse technique mondiale, le SOX est aujourd'hui la preuve numéro 1 de la fragilité du momentum. Ce qui revient à dire en bon français, avec un soupçon d'accent valaisan, ça monte un peu parce que ça monte et ça va descendre parce que ça montait trop. Bienvenue dans la saison 1 de l'analyse technique décomplexée. Depuis cette nuit, l'Asie se traîne dans une fourchette molle comme un spaghetti trop cuit, oublié au bord de l'assiette. Tout le monde a les yeux rivés sur le sommet Trump-Xi, parce que oui, apparemment, on attend encore quelque chose de productif de la part de ces deux-là. C'est très touchant. Ce matin, le Kospi rebondissait, ressuscité par les semi-conducteurs, parce que Jensen Huang, finalement, accompagne Trump à Pékin. Voilà, c'est tout, c'est l'argument. Il suffit que l'homme au blouson de cuir monte dans l'avion présidentiel et hop, SK Hynix prend 4%, Samsung oublie la grève qui couvre dans son usine et la rumeur de taxes sur les surprofits IA, rumeur qui a d'ailleurs été démentie, je vous rassure, probablement que le gars a été exporté en Corée du Nord. Récapitulons l'état mental de Wall Street ce mercredi matin. Inflation au plus haut depuis 3 ans, pétrole scotché au-dessus des 100 $, Hormuz fermé, semis qui se prennent leur première vraie claque depuis mars, 10 ans US à un cheveu des 4,5, le futur président de la Fed qui débarque vendredi avec une grenade découpillée dans la sacoche, salaire américain officiellement à la traîne sur les prix, et détail tout mignon, un 10 ans japonais à 2,53 qui devrait nous faire flipper. Mais en fait, pas du tout. Et Wall Street est bien sûr en mode buy the dip. Côté agenda, on aura l'adjudication du 30 ans, alors on n'en parle jamais, mais aujourd'hui il pourrait franchir les 5%, du jamais vu depuis août 2007, et on peut s'attendre à un tweet présidentiel à 4h du matin à cause du décalage horaire du côté de chez Trump. Plus PPI américain cet après-midi, CPI français ce matin, PIB européen en fin de matinée, demain c'est l'ascension, les States sont ouverts, la Suisse non, donc pas de vidéo parce que c'est congé, mais pour ceux que ça intéresse, je serai quand même là en version écrite sur morningbull.ch. Merci d'être là, likez, abonnez-vous, partagez, commentez et activez la cloche, sinon ça sert à rien. Excellente journée à tous et vraiment merci d'être là. Bye bye. Ce contenu est informatif et éducatif destiné aux personnes connaissant les marchés financiers. Il ne constitue pas un conseil en investissement, juridique ou fiscal. Le trading et l'investissement comportent des risques, notamment la perte de capital. Les CFD et actifs numériques sont volatiles et ne conviennent pas à tous. Swissquote décline toute responsabilité quant à l'exactitude du contenu ou aux pertes liées à son usage. Produits et services disponibles selon la législation en vigueur.